Ne vous y trompez pas. Ce que Jérémy pulvérise sur ses champs, ce n'est pas du glyphosate. C'est du thé de compost. Jérémy pratique une forme d'agriculture biologique de conservation. Une agriculture sans labour et sans pesticides chimiques de synthèse. Donc sans glyphosate. Et là, on voit qu'autour des racines, normalement, il y a comme un environnement qui est un peu plus... Waouh! Tu vois toutes ces racines-là qui sont manchonnées Oui. par de la terre. Ça veut dire que tu as plein de micro-organismes qui sont autour de la racine et du coup, ça te colle, ça t'agrège de la terre, des micro-agrégats autour. Préserver à la fois le vivant et les sols, c'est un peu le Graal de l'agroécologie. Mais en pratique, c'est pas encore tout à fait possible. En tout cas en l'état actuel des connaissances. Je vous explique. Sur 10 agricultrices et agriculteurs en France, 3 pratiquent l'agriculture de conservation des sols ou plus largement les techniques culturales simplifiées. Le premier à qui j'étais allé rendre visite pour mes vidéos, c'était Sébastien. Je suis parti dans une technique de semis direct. Donc j'ai semé mon orge directement sous un couvert implanté. Principe numéro 1 de l'agriculture de conservation, le sol est couvert en permanence par un mélange d'espèces végétales. Ici, il s'agit de la facélie, du radis, de la lentille, du fenugrec et de la févrole. Ce mélange, c'est pas ce que l'agriculteur va récolter, mais ce qui protège et enrichit le sol, entre deux cultures. Ce couvert, oui, apporte une production de matière qui va retourner au sol. Il capte du carbone et relargue de l'oxygène. Il va aussi relarguer des éléments minéraux, des nutriments pour mes futures céréales. Et aussi, durant sa vie, le couvert va favoriser la biodiversité, va favoriser les insectes pollinisateurs. Donc, en fait, le couvert va rendre plein de services. Principe numéro 2, on ne touche pas au sol. On évite d'endommager sa structure et la vie qu'il abrite. Et c'est là que pour faire place nette, juste avant le semis, les agriculteurs en conservation des sols pulvérisent du glyphosate. Je vais semer directement dans le couvert sans toucher le sol. Il y a juste un disque qui va ouvrir un peu le sol pour déposer la graine. On reconnaît le glyphosate à la couleur jaune qui commence à apparaître. J'ai rencontré Xavier Rebout, le scientifique, auteur du rapport INRAE de 2017 sur la sortie du glyphosate. Je lui ai demandé pourquoi les agriculteurs de conservation ont tant de mal à se passer de cet herbicide pour détruire leurs couverts. Il est total, c'est-à-dire qu'il touche l'ensemble des végétaux, donc il peut détruire différentes espèces adventices présentes dans la parcelle. Il est systémique, c'est-à-dire qu'il migre dans l'ensemble des tissus de la plante et notamment dans les parties souterraines, ce qui permet de détruire les rhizomes et les tubercules. Et enfin, il est non rémanent dans son effet herbicide, c'est-à-dire qu'on peut venir intervenir dans la parcelle pour semer par exemple dès le lendemain du traitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe dans aucun autre produit phytosanitaire. Le glyphosate est le seul à cumuler ces 3 avantages. Certains autres herbicides vont avoir 1 ou 2 de ces propriétés, mais pas les 3 en même temps, et surtout pas pour des traitements qui sont maintenant environ à moins de 30 € l'hectare. Donc en termes de rapport qualité-prix, qualité du travail de désherbage, prix payé par l'agriculteur pour obtenir ce résultat, le glyphosate est vraiment unique. En agriculture de conservation, il n'existe pas encore d'alternative au glyphosate. Juste pour être complètement clair, parce que je pense qu'on va en discuter aussi dans les commentaires de la vidéo, le glyphosate, tu l'utilises toujours avant semis pour détruire le couvert végétal et après, à partir du moment où tu sèmes, il n'y a plus de glyphosate sur les cultures. Mais à partir du moment où je sème, il n'y a plus de glyphosate sur mes cultures. Il est vraiment pour détruire et nettoyer la parcelle avant semis, le couvert végétal et les herbes qui peuvent être des herbes adventices. Apporter du glyphosate sur mes cultures n'aurait aucun intérêt parce qu'il viserait à détruire la culture. Donc c'est pas le but. La culture, je l'implante pour récolter. Dans certains pays, le glyphosate est aussi pulvérisé juste avant la récolte pour son effet dessicant, c'est-à-dire pour sécher et forcer la maturité des plantes. Mais pas en France. Parmi les agriculteurs de conservation des sols, il y a quand même un petit groupe qui essaie malgré tout de se passer de glyphosate. J'étais allé rencontrer Alain en Bourgogne sur son exploitation de 325 hectares. J'ai le choix de l'agriculture de conservation pour remettre en priorité la fertilité du sol. J'ai dit, bon, on va mettre du glyphosate à des petites doses. Après, le glyphosate qu'on met, on ne le met pas forcément. Je me trouvais des excuses. À un moment, ça m'a pris que j'ai dit, ça va pas, ça ne me correspond pas. Je veux plus de chimie, je veux plus de glyphosate, je veux plus entendre parler. Certains considèrent Alain comme un visionnaire, d'autres comme un utopiste. Lui, en tout cas, ne se laisse pas décourager. Pour ses couverts, soit il sélectionne des plantes gélives, c'est-à-dire qui s'autodétruisent au premier gel pour laisser la place à la culture, soit il utilise des solutions mécaniques pour les détruire. Alain a co-construit la plateforme Cassis d'INRAE, sur laquelle il teste, avec les scientifiques, des outils agricoles qui pourraient remplacer le glyphosate.
où on a mis en place un essai couvert dans lequel on a semé un mélange que l'on sème sur la plateforme Cassis. Et là, l'objectif, c'est de tester les effets intentionnels et non intentionnels des modalités de destruction du couvert, qui sont toutes des modalités sans utilisation de produits phytosanitaires de synthèse. Pour détruire un couvert et désherber, l'agriculture pourrait par exemple adopter ce broyeur. Là, clairement, on voit ce qui se passe, c'est que si on fait juste un broyage, il y a une partie de la végétation qui ne repartira pas parce qu'elle était suffisamment développée. Et donc, du coup, elle a été réduite et broyée. Ouais, quasiment. Mais il y a quand même une grosse partie de la végétation là, qui est en dessous de la hauteur de coupe du broyeur. Elles peuvent largement repartir, elles sont en pleine croissance. Autre outil, le désherbeur électrique. Mais il demande une telle puissance que son bilan énergétique est plombé. Ou encore le scalper, dont le nom explique bien le fonctionnement. Là, on est sur une situation où il y avait des chardons, par exemple, sur lequel le glyphosate est relativement bien efficace. En tout cas, cette partie-là, elle a été déracinée, dessouchée et mise en surface du sol. Et il est probable, à vérifier dans les semaines à venir, que cette partie-là va sécher à la surface du sol. Reste à savoir si il a multiplié le chardon, c'est-à-dire il l'a découpé en petits bouts, qui fait qu'ils vont repiquer et qu'il y en aura encore plus. Il a des rhizomes et des drageons à la surface du sol, et donc du coup, il se disperse comme ça végétativement. Et les fraises. Voilà. Faut vraiment que derrière, tu as un résultat nickel. Là. Tu vois, là, par exemple, là, c'est pas bon. Vu qu'on ne veut pas travailler très profondément le sol, on essaye le moins profond possible. Ouais. Et on voit que des fois, la végétation, elle n'est pas complètement détruite, elle est encore très enracinée. Il faut trouver le bon compromis entre la profondeur et le travail qu'on recherche, quoi. Pour les agricultrices et agriculteurs de conservation qui acceptent ce travail du sol superficiel, il faudra encore trouver l'outil auquel les plantes adventices ne développeront pas de résistance. D'ailleurs, pour les pesticides chimiques, c'est le même défi. Les plantes sont de plus en plus résistantes aux molécules qui sont sur le marché. Le glyphosate, par exemple, est de moins en moins efficace sur le raie gras et sur le vulpin. Il reste donc deux ou trois pistes majeures. La première, c'est éventuellement de désherber par des méthodes physiques. La seconde, c'est d'essayer de chercher, quand même s'il existe d'autres produits qui permettent de désherber de manière chimique sans passer par le glyphosate. Et enfin, la dernière, c'est d'essayer d'utiliser toutes les méthodes préventives qui évitent la présence des adventices en amont de leur entrée dans la parcelle, dans lesquelles on va trouver toutes les stratégies sur l'utilisation des couverts végétaux. Utiliser les couverts végétaux, ça implique d'inventer un système agricole alternatif, dans lequel on accepte des baisses ponctuelles de productivité. C'est ce que m'avait montré Félix, qui cultive 150 hectares au Pays Basque. Et donc on a un mélange de plein de trucs, c'est dans les pailles de maïs. Donc ça, c'est ton couvert d'hiver. Couvert ou culture. L'idée, c'est de garder, de tout semer. Et en semant tout, on ne sait pas en fait si la parcelle va être destinée en culture ou en couvert. C'est suivant l'état d'enherbement, suivant comment ça va pousser. Donc on sème tout le temps des mélanges diversifiés. Quand les adventices prennent le dessus sur la culture, Félix ne la récolte pas. Il la laisse à même le sol, pour nourrir son sol ou ses animaux. Ces pertes font partie de son calcul. On est en semence de ferme. On sème. Il y a quelque chose qui pousse. Donc soit c'est pour le sol, soit c'est pour les vaches, soit c'est pour récolter pour l'humain. Tu t'adaptes à la situation, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, une gestion opportuniste, c'est qu'en fait, on n'est pas capable de prédire la météo sur un an. Ce qu'on est capable de prédire, c'est combien on dépense. Mais en période de crise, le système qui repose sur le glyphosate est plus rassurant. Il contribue à maintenir des prix bas parce qu'il est simple, efficace et bon marché. Ce qui est sûr, c'est que l'annonce en 2017 de l'arrêt du glyphosate a accéléré la quête d'alternatives. Je crois qu'on n'a jamais aussi bien travaillé sur la question de la gestion de la flore adventice que face à l'hypothèse que le glyphosate puisse un jour être retiré. C'est clair que c'est une molécule qui pose des problèmes essentiellement à travers les volumes que l'on utilise. Et donc, du coup, de fait, se retrouve dans l'ensemble des matrices, dans l'eau, dans le sol, éventuellement dans les aliments, et dont on ne sait finalement pas encore grand-chose sur les effets qu'elle peut entraîner sur la santé et sur les impacts environnementaux. Mais les preuves s'accumulent que le glyphosate, évidemment, n'est pas neutre dans ses effets, ni sur l'homme, ni sur l'environnement. Le glyphosate a accompagné les évolutions récentes de l'agriculture. Des fermes plus grandes, moins d'agriculteurs et d'agricultrices, et une productivité accrue. C'est ce qui rend le processus difficilement réversible aujourd'hui. On est quand même dans un système chimique derrière et qui entretient une industrie agrochimique
En France, le glyphosate, c'est 1/3 des volumes herbicides utilisés par l'ensemble des agriculteurs. La question de l'arrêt ou non du glyphosate dépasse largement l'avenir de cet herbicide. D'une certaine manière, elle pose même celle de l'avenir de l'agriculture. La révolution qui arrive, c'est une révolution du vivant. Et donc cette révolution du vivant, c'est comment on se rapproche un maximum de mimétisme de phénomènes naturels. Notre vision, c'est l'équilibre de l'écosystème. Si on interdit le glyphosate en France, la seule solution, c'est un travail mécanique intensif du sol. Le glyphosate est-il un instrument indispensable de l'agroécologie ? Sur cette question épineuse, vous avez maintenant pas mal d'infos pour vous faire votre propre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à décrypter les solutions agricoles. Et likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'on est tous terriens. Restez curieux.